Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La prévention spécialisée. En premier lieu, aborder la prévention spécialisée en la situant dans un contexte global permet d'en donner une définition, en l'isolant du qualificatif spécialisé, et en introduisant un bref rappel historique de l'origine du concept. Cette première partie s'inspire pour une large part de la pensée de Chauvière, lors de ses enseignements au CNAM, ou des propos qu'il a tenus lors d'une conférence en Seine-Saint-Denis sur le thème de la prévention. Dans un deuxième temps, nous déplacerons ce point d'entrée vers une définition de ce qu'est la prévention spécialisée aujourd'hui. Après avoir rappelé ses principes d'intervention, son contexte historique et son cadre juridique, nous réserverons un chapitre spécifique aux évolutions et enjeux dont la prévention spécialisée, dans la diversité de ses contextes territoriaux, est aujourd'hui l'objet. Enfin, une troisième partie abordera de manière détaillée la situation particulière de la prévention spécialisée en Seine-Saint-Denis, sur laquelle porte le travail d'enquête. La prévention générale, définition de l'usage du terme. Le mot prévention du latin preventio est issu du latin judiciaire pravenir, dont le sens est double, citer en justice ou bien prendre les devants. C'est seulement au XIXe siècle qu'en santé publique, le terme a revêtu le sens de comportement préventif, qualifiant ainsi l'activité qui doit permettre d'éviter de contracter une pathologie ou diminuer le risque d'y être soumis. Nous assistons aujourd'hui à une utilisation sans précédent du terme. Qu'elle soit routière, civile, sanitaire ou sociale, la prévention renvoie à des objectifs aussi variés que ciblés: sida, cancer, tabagisme, conduite addictive, incivilité, maltraitance, échec scolaire, délinquance juvénile, etc. Nous le voyons continuellement, la survenue d'un nouveau fléau est immédiatement suivie d'un programme de gestion de la prévention du nouveau risque: canicule, grippe aviaire, etc. En conséquence, un changement considérable est en train de s'opérer. D'une part, la prévention s'affirme dans des politiques publiques de plus en plus axées sur la disparition du risque, ce qui conduit à des approches de type prédictive, qui ouvrent dans certains cas la voie à des risques d'approche discriminante, et d'autre part, la prévention se trouve objet de conflits et de remise en cause des principes fondateurs de la société du droit. C'est ainsi que dans le contexte actuel d'une conjoncture de type libéral, nous voyons s'affirmer une volonté politique croissante de plus de sécurisation, accentuée par la résonance des médias, et se développer dans le même temps et en boucle, peur, attente et représentation nouvelle de la population, en termes de besoins de sécurité et demande de protection. Du coup, la carence de prévision-prévention et le risque non prévenu sont susceptibles de devenir judiciarisables. Adossée à l'utilisation contemporaine massive de statistiques, la mise en place de dispositifs vient en réponse à la recherche accrue du risque zéro. Nous assistons ainsi à une véritable inflation de la prévention, qui n'est pas sans interroger les fondements démocratiques d'une société. Le développement d'actions de protection et ou de prévention, lorsqu'elles ont tendance à s'étendre, sert en retour à valider a posteriori l'existence de danger ou risque de danger, entraînant de nouvelles identifications sociales. Pathologisation du statut de l'adolescent, dangerosité des jeunes par exemple. Aussi n'est-il pas exagéré de penser que la prévention appelle toujours plus de prévention, au risque de devenir sa propre finalité. Ces propos tenus par Chauvière invitent à prendre au sérieux la menace qui en résulte pour les fondements démocratiques d'une telle société. Le danger étant selon lui de s'éloigner d'une approche éthique, clinique, rééducative, humaniste et de se rapprocher d'une série de procédures de gestion et de contrôle, par la prescription autoritaire de normes comportementales qui réduiraient au maximum toute possibilité d'appréciation individuelle et subjective en rognant sur les libertés individuelles. Est-ce à dire plus de protection individuelle et collective? Plus de dispositifs de protection collective ne s'apparentent-ils pas à un contrôle social accru? Un contrôle accru n'est-il pas synonyme de réduction des initiatives et responsabilités individuelles? Autant de questions éthiques et philosophiques importantes au cœur de ces évolutions. Se faisant l'écho des inquiétudes suscitées chez de nombreux professionnels du monde judiciaire, social et éducatif par les nouveaux choix politiques privilégiant les méthodes répressives plutôt que préventives, une journaliste n'hésite pas à parler de pénalisation des problèmes sociaux.
De la prévention générale à la prévention spécialisée. Sur l'histoire des politiques publiques en matière d'intervention sociale, Chauvière nous renseigne. La protection, catégorie la plus ancienne, a une histoire qui renvoie à la Révolution française et au principe d'égalité. C'est de cette conception fondamentale que découleront les bases de l'assistance publique, même si la mise en œuvre devra attendre finalement la Troisième République stabilisée pour trouver ses marques. À l'époque d'ailleurs, on ne faisait guère de différence entre protection et prévention. La prévention en tant que telle renvoie à des actions beaucoup plus ciblées et plus contemporaines. Elle apparaît au début du XXe siècle pour combattre la tuberculose, dans le cadre de l'hygiénisme. Puis elle réapparaît un peu plus tard et de manière encore plus spécialisée, notamment pour contrer la prévention de la délinquance juvénile. La prévention de la délinquance est donc à l'origine des premières actions de prévention, sous la forme d'une prévention dite spécialisée. À quoi renvoie cette spécialisation ? Les auteurs de l'ouvrage sur l'histoire de la prévention spécialisée disent ceci: bien qu'elle soit qualifiée de spécialisée, nous ne saurions dire d'emblée et en quelques mots en quoi consiste cette spécialisation, qui n'est d'ailleurs pas précisée dans les textes officiels. C'est la suite de son histoire qui permettra de situer sa spécificité, pour utiliser un terme qui lui est cher. C'est pourquoi nous ne pouvons faire l'économie d'un détour par l'histoire de la prévention spécialisée. De l'après-guerre aux années 1970. À l'origine, de 1944 aux années 1970, la prévention spécialisée est issue du militantisme et des mouvements d'éducation populaire d'après-guerre. Elle est née dans la mouvance des ordonnances de 1945 relatives à l'enfance délinquante, les pouvoirs publics reconnaissant la nécessité de développer des pratiques éducatives nouvelles, pour compléter les formes institutionnelles de prise en charge des mineurs délinquants ou en danger qui paraissaient insuffisantes, voire aggravantes. L'ouvrage cité sur l'histoire de la prévention spécialisée, construit à partir de sources doubles, l'analyse historique des documents d'archives et des textes existants et les témoignages croisés des premiers acteurs de la prévention spécialisée toujours en vie, est là pour rappeler que c'est avant tout l'histoire d'hommes et de femmes qui se croisent, se choisissent, se fréquentent, s'inspirent réciproquement, beaucoup plus qu'un agencement de théories mûrement réfléchies. Les théories viendront plus tard. Il s'agit au départ de l'initiative de quelques militants issus des mouvements d'éducation populaire et bénévoles. Scouts, cheftaines, jeunesse étudiante chrétienne qui se définissent et font figure de pionniers ES. Les auteurs resituent les années 1950, souvent oubliées dans les historiques de la prévention spécialisée, au cœur des références du secteur. Cette période est tout à fait centrale, tant dans la rationalisation de l'invention que dans l'ébauche d'une réflexion professionnelle. Tout est déjà là, tout est dit. 19. Insistant sur l'importance de resituer l'origine de la prévention dans l'après-guerre et non à sa seule reconnaissance officielle datant de l'arrêté de 1972, les auteurs citent Roland Assatiani, inspecteur de la population à Paris en 1910, qui fait lui-même remonter la naissance du système des équipes de prévention à juin 1944. Il s'interroge sur cette sorte de déni historique collectif. On comprend d'autant moins que l'étape institutionnelle de 1972 soit considérée par tant d'acteurs de la prévention, toutes générations confondues, comme une date fondatrice d'où serait partie la vraie prévention. Elle était à l'œuvre depuis 25 ans au moins. Quant à l'idée même, le véritable instigateur du modèle d'équipe de prévention n'est autre que Fernand Deligny, pédagogue reconnu, œuvrant à cette époque à Lille dans le domaine de la prévention de la délinquance juvénile. Le scoutisme dans ces années a été, incontestablement, un creuset, un ciment et un fer-main qui a fertilisé les embryons de la professionnalisation. Du militantisme et des mouvements d'éducation populaire à la professionnalisation. Quelques dates et événements méritent d'être mentionnés, pour comprendre comment, à partir de ces initiatives privées, militantes et spontanées des années d'après-guerre, la prévention spécialisée s'est peu à peu professionnalisée pour devenir le secteur professionnel qu'elle recouvre de nos jours. Pour la première fois, la désignation club et équipe de prévention apparaît à l'ordre du jour d'une réunion qui se tient le 21 janvier 1957, au 20 rue Euler, au siège de l'Association régionale de Paris pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. C'est historiquement à partir de cette date que cette terminologie va s'imposer,
et être maintenue jusqu'à ce jour. Le 20 avril 1959, une circulaire d'application signée par Bernard Chenot, alors ministre de la Santé publique et de la Population, désigne nommément le travail effectué par les clubs et équipes de prévention. En 1959, l'apparition du phénomène des blousons noirs, dont la presse s'empare, est le déclencheur d'une prise de conscience qui va entraîner le choix du premier financement, d'abord de 5 clubs parisiens, puis progressivement de 1960 à 1962, de 37 autres. La loi Programme d'équipement sportif et socio-éducatif du 28 juillet 1961 engage un budget important, complété par le 4e et 5e plan, 1961 à 1965, 1966 à 1970. Le comité Pichat, du nom du conseiller d'État nommé par Georges Pompidou, alors Premier ministre, est créé le 14 mai 1963. Il s'agit du Comité central des clubs et équipes de prévention contre l'inadaptation sociale de la jeunesse. Sa création a pour vocation de dresser la liste des clubs et équipes de prévention, et d'établir après enquête, la liste des groupements répondant à la définition, quelle que soit leur forme, leur dénomination, leur méthode d'action et les moyens qu'ils utilisent. Évolution du contexte juridique depuis 1972. En 1972, la mission de la prévention spécialisée est définie par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1972 qui la reconnaît officiellement, et par sa circulaire d'application numéro 26 du 17 octobre 1972. Retirée des compétences du ministère de la Jeunesse et des Sports, elle passe au ministère des Affaires sociales. En 1972, le nouveau Conseil technique de la prévention, CTP, prend la relève du comité Pichat et du comité national de liaison, CNL. Cette compétence est transférée en 1986 au département, au titre de la décentralisation, par la loi particulière numéro 86/17 du 6 janvier 1986. La prévention spécialisée est désormais rattachée aux missions de l'aide sociale à l'enfance, articles 40 et 45 du Code de l'action sociale et de la famille, CASF. En 2003, la rédaction de l'article L121A2 du CASF est modifiée par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, adoptée le 1er août 2003. Les territoires d'intervention de la prévention spécialisée changent d'appellation. Les lieux où se manifestent les inadaptations deviennent les zones urbaines sensibles, ZUS. Enjeux actuels. Aujourd'hui encore, l'action éducative de prévention spécialisée est conduite conformément à l'article 5 de l'arrêté de 1972 qui reconnaît officiellement sa pratique et elle se définit toujours, depuis 1986, comme une action sociale territorialisée inscrite dans le champ de l'aide sociale à l'enfance, sous l'autorité du Conseil général. La prévention spécialisée s'inscrit désormais dans le cadre de la politique départementale, adossée à des chartes et des protocoles d'accord qui fixent les règles du jeu entre les acteurs. Elle repose sur des formes de contractualisation, contrats d'objectifs entre le département, les communes et les organismes de prévention spécialisés. La prévention spécialisée demeure définie comme une mission de service public et reste un mode d'action éducatif confié à des associations, qui vise à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion et la promotion des jeunes et de leurs familles. Par la spécificité de sa démarche, aller au contact des jeunes dans la rue, sa capacité à organiser des actions collectives en s'appuyant sur les compétences des personnes et à développer des solidarités entre adultes et jeunes, la prévention spécialisée est, à côté de la prévention générale, un maillon de l'intervention sociale et de l'action éducative de proximité. Le rapport de travail interinstitutionnel sur la prévention spécialisée de janvier 2004 précise que son action vise la construction des personnalités adolescentes et la restauration des liens sociaux, de façon à ce que l'ensemble du milieu de vie soit structurant pour la socialisation des adolescents et porteur de références et de valeurs. La rencontre des jeunes sans mandat, sur le principe de la libre adhésion et de l'anonymat, le travail de rue, la mise en œuvre d'actions collectives et l'accompagnement individuel, sont les modes d'intervention privilégiés des équipes de prévention. Aujourd'hui, la prévention spécialisée est soumise à de nouveaux enjeux. Étroitement liés au contexte social global, des logiques présidant à chaque évolution de son statut juridique,
ainsi qu'aux différentes adaptations auxquelles elle a à faire face depuis ses origines. Ces adaptations reflètent les transformations de la question sociale elle-même et les mutations des problèmes sociaux, souvent dans un contexte d'aggravation économique, une détérioration du lien social et l'apparition de nouveaux phénomènes sociaux. Ainsi, son action dans les années 1970 a-t-elle été marquée par une crise économique restreignant les possibilités d'accès à l'emploi et à l'insertion, de nouvelles manifestations de souffrance des jeunes et par l'envahissement des quartiers par la drogue. Dès les années 1980, correspondant à l'exclusion de nombreux jeunes, à la massification des problèmes et des comportements délictueux, la prévention spécialisée se voit progressivement déjà sollicitée pour agir dans le champ de la prévention de la délinquance. Puis ce sont des préoccupations de sécurité, le rajeunissement de la délinquance, l'irruption et le déploiement sur le terrain de nouveaux acteurs de la médiation et de la sécurité qui prévalent dans les années 90 et les marquent. Les années 2000 amènent ensuite la prévention spécialisée à se positionner sur sa participation ou non à certains dispositifs de prévention de la délinquance et sur la question du partage de l'information. Actuellement, la prévention spécialisée dépend des commandes publiques formulées par les départements mais aussi par les communes et cette dépendance s'accompagne de disparités importantes de situations selon les zones géographiques. De surcroît, la prévention spécialisée se met en œuvre dans une diversité de contextes locaux nécessairement changeants auxquels elle a à s'adapter et selon des configurations hétérogènes. Après avoir connu un développement rapide dans les années 1970, impulsé par un mouvement associatif dynamique et innovant, porté par l'État qui avait décidé d'en assurer le financement dans le cadre des dépenses d'aide sociale à l'enfance, la prévention spécialisée a connu une relative stabilité pendant les années qui ont suivi le transfert de cette compétence au département. Depuis la fin des années 1970, en amont de la décentralisation, les dispositifs transversaux initiés pour enrayer la dégradation physique et sociale de certains grands ensembles ont multiplié les interlocuteurs, modifié les règles du jeu et les relations entre les acteurs, dans une complexification du système d'identification et de répartition des missions. C'est pourquoi la prévention spécialisée se trouve confrontée à présent aux nouvelles donnes d'une action sociale territorialisée, immergée dans un ensemble de mesures liées à la décentralisation et dans des politiques sociales transversales, prises dans des enjeux politiques locaux, des logiques sécuritaires et une recherche de paix sociale. L'une des conséquences de la départementalisation est que, faute d'une organisation forte, le devenir de la prévention spécialisée se joue séparément dans chacun des 15 à 20 départements qui comptent. Le risque d'émiettement n'est alors pas négligeable et il s'est aggravé par l'intervention croissante des municipalités, qui soumet les associations à des pressions d'autant plus efficaces qu'elles sont plus proches. Depuis le milieu des années 1990, la prévention spécialisée connaît un regain d'intérêt de la part des collectivités territoriales. En soutenant la prévention spécialisée, les collectivités territoriales renouvellent le choix politique initial, aller vers des jeunes marginalisés, mais aussi reconnaissent l'intérêt d'un mode d'intervention qui articule l'action individuelle, l'action collective et l'action dans et avec le milieu. Elle est donc le produit d'une construction locale dont le projet, inscrit dans un territoire, doit être articulé aux autres démarches conduites sur ce même territoire. De ce fait, sa légitimité d'intervention résulte d'une démarche préalable de diagnostic partagé sur le milieu, sa structuration et ses réseaux, ainsi que sur les actions déjà à l'œuvre dans ce milieu. Aujourd'hui, comme nous l'avons mentionné, la prévention spécialisée doit faire face à l'évolution des politiques publiques. De nouvelles donnes la contraignent sans cesse à s'adapter. La territorialisation de l'action sociale, l'ampleur des phénomènes de jeunesse, l'arrivée sur le terrain de nouveaux professionnels, la dilution des rôles et des missions au sein de nombreux dispositifs. Les objectifs précisés lors de sa reconnaissance officielle en 1972, ses missions et modes d'intervention requièrent d'être redéfinis. Les acteurs doivent également offrir une meilleure lisibilité des objectifs qu'ils se fixent, et les résultats de leur action ne pourront demain se soustraire à une évaluation dont les indicateurs restent à définir. Organisation et fonctionnement de la prévention spécialisée, en Seine-Saint-Denis. Le département de Seine-Saint-Denis a choisi de confier la mission de prévention spécialisée à des associations,
afin de développer un ancrage au plus près des réalités locales pour une action de proximité souple, réactive et citoyenne. Dans ce département, la prévention spécialisée s'inscrit dans la politique de protection de l'enfance, dont les orientations sont déclinées dans le schéma départemental conjoint de protection de l'enfance et, plus largement, dans les politiques sociales, urbaines, économiques et culturelles départementales. Les grands objectifs de cette action éducative sont de prévenir les risques d'exclusion, en favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'accès aux droits, à l'éducation, à la santé et au sport, prévenir les conduites à risque, qu'elles soient liées à des fragilités individuelles, à la dureté de certains contextes sociaux et urbains ou à des violences subies, aider à un meilleur dialogue entre jeunes et adultes et contribuer à favoriser l'émergence de réseaux de solidarité locale à partir des potentialités du milieu. Son action repose sur un certain nombre de principes forts. L'absence de mandat nominatif signifie que les équipes ont un mandat global pour intervenir auprès de jeunes et de familles fragilisées sur un ou plusieurs quartiers. La libre adhésion du public exprime la démarche d'aller vers les jeunes les plus fragilisés de façon volontaire, mais respectueuse du temps nécessaire à l'établissement d'une relation de confiance. Le respect de l'anonymat recouvre l'exigence de discrétion qui garantit la crédibilité d'une relation essentiellement basée sur la confiance. Travailler en partenariat permet de situer l'action éducative comme maillée à une action plus large. La prévention spécialisée, par sa complémentarité avec d'autres actions socio-éducatives, doit en effet faciliter l'intégration des jeunes en favorisant les relais avec les structures de prévention générale et relevant du droit commun. La non-institutionnalisation sous-tend que la prévention spécialisée se doit de rester souple pour s'adapter en permanence à l'évolution de l'environnement. Son objectif n'est pas de laisser perdurer son activité sur un même site, mais d'y installer des relais. Les modes d'intervention privilégiés. Le travail de rue, l'accompagnement individuel et les actions collectives restent les 3 modes d'intervention privilégiés des équipes. La démarche d'aller vers permet un travail de proximité, particulièrement en direction de ceux qui sont les plus fragilisés et ou qui sont très souvent éloignés des institutions. Les équipes de prévention spécialisées interviennent selon une démarche éducative qui privilégie un certain nombre de thématiques en lien avec la situation du ou des jeunes. Dans les accompagnements individuels, les thématiques les plus récurrentes sont la scolarité, l'accès aux droits, la prévention des risques et la santé, ainsi que l'insertion professionnelle. Dans le cadre des actions collectives, les équipes mettent notamment en œuvre un certain nombre d'actions dans le domaine des sports, des loisirs et de la culture. Elles développent aussi un accompagnement des familles, afin de les soutenir dans l'éducation de leurs enfants et de favoriser les relations parents-enfants. Elles mènent également un travail dans le domaine du développement local, qu'elles soient à l'origine ou partenaires d'actions favorisant le lien social sur leur quartier d'intervention. L'action de prévention spécialisée nécessite un travail de partenariat important autour des situations individuelles ou des actions collectives, dont un certain nombre sont menées en lien avec les partenaires locaux, services municipaux, départementaux, associatifs ou institutionnels. Les équipes développent ainsi, à titre d'exemple, différentes formes de partenariat avec les collèges, pour affiner les collaborations ou pour mener des actions en commun au sein des établissements. Enfin, leur champ d'intervention les amène à être partie prenante, à divers degrés et selon des modalités propres à chaque contexte associatif, d'un certain nombre de dispositifs locaux tels que le contrat urbain de cohésion sociale, CUCS, le plan de réussite éducative, PRÉ, le comité local de sécurité et prévention de la délinquance, CLSPD, entre autres. Les besoins du département. Sur le département de Seine-Saint-Denis, coexiste un certain nombre de territoires inscrits dans un contexte de précarité économique et sociale importante. De nombreuses familles y sont en situation de fragilité, se trouvant parfois éloignées des diverses institutions et services. Il s'est avéré difficile de trouver une estimation précise de leur nombre. À titre d'indice, en ce qui concerne uniquement la prévention spécialisée, les actions en direction des parents se sont amplifiées en 2006. Les équipes ont été en lien avec 1603 parents, 1281 en 2005. Beaucoup de jeunes habitants sur ces territoires se trouvent en situation de rupture scolaire, sociale ou institutionnelle,
parfois avec leur propre famille. À partir du même rapport de synthèse, les équipes indiquent connaître 11 339 jeunes, dont 5 531 ont bénéficié d'un accompagnement éducatif. L'adolescence représente par ailleurs, pour une part non négligeable de jeunes, un moment de fragilité et parfois, de développement de comportements à risque ou de transgression. Les travaux menés par la Mission départementale de prévention des conduites à risque en 2005 ont mis en avant les facteurs de fragilité et les processus d'entrée dans des conduites à risque, et notamment parfois, les conséquences pour les jeunes eux-mêmes dans un contexte de précarité. Selon cette étude, 5 principaux processus pouvant se conjuguer sont particulièrement actifs dans la fabrique des vulnérabilités et des comportements extrêmes. La précarisation, l'enclavement, le sentiment d'humiliation et le besoin de reconnaissance, la fragilisation des lieux de socialisation traditionnels, famille, école, quartier et les tensions de genre, l'école de la rue et ses micro-trafics, les discriminations, les conflits de culture et de clandestinité et enfin le basculement dans l'errance. Des études, des présentations de recherche et d'expérience, ainsi que des groupes de travail, ont alimenté la réflexion durant ces 5 dernières années en Seine-Saint-Denis. Les synthèses thématiques qui en ressortent constituent, selon les auteurs du rapport, un véritable cahier des charges pour la prévention spécialisée. Pour ce qui concerne la protection de l'enfance, le département constate qu'une grande partie des admissions à l'aide sociale à l'enfance concernent des jeunes de 13 à 18 ans. Il considère qu'il est donc nécessaire d'intervenir en amont des processus de mise en rupture des jeunes ou de leurs familles. C'est le rôle de la prévention spécialisée qui constitue un outil de prévention et un outil éducatif parmi d'autres, lieux d'écoute et d'accueil jeunes, actions de soutien à la parentalité, services d'accueil de jour, etc., dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance. Dans ce sens, la prévention spécialisée joue un rôle à caractère supplétif. Le schéma départemental de protection de l'enfance a d'ailleurs, dans cette logique, mis largement l'accent sur l'importance de la prévention. Les orientations du département. En outre, le département a voté, en juin 2002, des orientations pour la prévention spécialisée sur une période de 5 ans, 2002 à 2006, qui ont posé notamment comme priorité d'axer les interventions des équipes en direction des 10 à 16 ans, afin d'intervenir le plus en amont possible des processus de marginalisation. Ces orientations, renouvelées tous les 5 ans, ont été élaborées sur la base d'une évaluation menée sur l'ensemble du secteur en 2000 à 2001. La mise en place d'une intervention en prévention spécialisée résulte initialement de la demande des villes qui sollicitent le département pour qu'une équipe intervienne sur un territoire donné. En effet, la création d'une équipe de prévention spécialisée ne peut être décidée sans que la ville ne soit volontaire. Le département examine alors, au travers d'un diagnostic partagé et sur la base de l'analyse des acteurs et institutions locales, au nombre desquels les services départementaux et municipaux, les besoins et la nécessité d'installer une équipe de prévention spécialisée ou non. Le département estime qu'une équipe sur un quartier doit être constituée au minimum de 3 éducateurs, encadrés d'un chef de service éducatif par ville. Il préconise également que, lorsque les villes déjà bénéficiaires d'équipes sollicitent des extensions sur de nouveaux territoires, un cofinancement à hauteur d'un poste soit demandé aux villes concernées. Les nombreuses demandes des villes pour une intervention en prévention spécialisée témoignent de l'intérêt de cette forme d'action et des besoins auxquels elle peut répondre. L'organisation et le financement. En Seine-Saint-Denis, au moment de l'étude, la mission de prévention spécialisée est confiée à 9 associations qui interviennent sur 24 villes et 46 quartiers, auxquels il faut ajouter l'activité de l'équipe intervenant auprès des tziganes. Toutes ces associations ont fait l'objet d'arrêtés d'habilitation, au moment où cette mission d'intervention leur a été confiée. Aujourd'hui, à la demande des villes, 2 projets d'extension ont été retenus sur les villes de Blanc-Ménil et Rosny-sous-Bois, ainsi qu'un projet d'implantation nouvelle à Tremblay en France. En 2006, les budgets accordés aux 9 associations se sont élevés à 10 245 618 €. Les postes permanents pour la même année, pour l'ensemble des associations, sont au nombre de 198,31 équivalents emploi temps plein, dont 25 chefs de service éducatif et 143,5 éducateurs.
Les charges de personnel représentent 79 à 94 degrés lots des budgets de fonctionnement. Le département est le financeur majoritaire de cette action. Quelques communes cependant financent une partie des postes éducatifs. La ville participant de la façon la plus importante est Saint-Denis, qui finance 9 postes éducatifs, ce qui correspond environ à 30% du budget de fonctionnement de l'association de prévention spécialisée qui intervient sur cette ville. Les villes d'Aubervilliers, Saint-Ouen, Montreuil, Bobigny et Bagnolet financent chacune un poste éducatif, et la ville de La Courneuve en finance 3. Soit au total 17 postes financés par les villes. Les villes contribuent parfois au fonctionnement des associations implantées sur certains de leurs quartiers, en mettant à disposition des équipes éducatives et des locaux, ou bien elles peuvent apporter des moyens financiers complémentaires sur des actions spécifiques. Le conventionnement et le cadre. Les orientations départementales votées en juin 2002, pour la période 2002 à 2006, ont posé un cadre de travail et des principes d'intervention pour la prévention spécialisée sur le département. Il est prévu que ces orientations, revues périodiquement, soient réactualisées à la lumière d'un travail d'évaluation des actions de prévention spécialisée, mené dans le courant de l'année 2007. Sur le plan contractuel, le système est basé sur le principe d'un partenariat rapproché entre le département, les associations qui mettent en œuvre les actions et les municipalités concernées. Le département conventionne les associations sur la mission qui leur est confiée, ainsi que sur leur financement. Parallèlement, le département établit une convention avec chaque ville sur le territoire desquelles les associations interviennent. Ces conventions fixent les grands principes d'intervention, ainsi que les modalités de partenariat entre ces trois acteurs. Les orientations départementales ont systématisé l'élaboration d'un outil de travail, le contrat d'objectifs. Celui-ci fixe les grands axes d'intervention des équipes sur les territoires concernés, sur la base d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs. Ces contrats d'objectifs, d'une durée de 4 ans, avec une évaluation prévue la 5e année, sont élaborés et proposés par les associations et doivent être discutés et validés par le département et les municipalités. Ce travail est complété par le principe d'échanges réguliers et annuels autour des bilans d'activité, entre le département, les villes et les associations. Par ailleurs, les orientations ont posé un certain nombre de priorités, parmi lesquelles, notamment, la nécessité d'axer les actions plus en amont auprès des 10 à 16 ans, et le développement d'un partenariat local, pour une action cohérente et complémentaire des interventions mises en œuvre sur les territoires. La prévention spécialisée en Seine-Sailladais, dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Les associations de prévention, au regard de leurs spécificités, non-mandat, aller vers, libre adhésion, n'ont pas à mettre en œuvre les dispositions relatives aux droits des usagers, livret d'accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, et elles ne sont pas tenues d'instaurer des formes de participation des usagers comme le conseil de vie sociale. Toutefois, il leur est nécessaire d'inclure une réflexion sur la place des usagers dans leur projet d'établissement. Elles doivent prévoir la mise en place de ces projets dès que possible. Les contrats d'objectifs qui, au regard des besoins constatés, indiquent les grands axes de travail à mettre en œuvre sur les territoires pour une période de 4 ans, ont été élaborés dans la plupart des associations. Ces outils peuvent constituer une première étape dans l'élaboration des projets d'établissement. La question de l'évaluation est un processus sur lequel les associations de prévention spécialisées ont déjà eu à travailler, que ce soit par le biais de l'élaboration des contrats d'objectifs, ou dans le cadre de l'évaluation des actions de prévention spécialisées menées sur le département en 2000 à 2001. Une seconde évaluation du même type a eu lieu en 2007, en vue de réactualiser les orientations départementales. Cette évaluation départementale peut servir de base de réflexion pour les associations dans l'élaboration d'outils d'évaluation interne, à mettre en place pour 2012. Ces outils ont pour vocation de favoriser une meilleure analyse du travail mené, dans le cadre des accompagnements et des actions mises en œuvre en direction des jeunes. L'évaluation externe, à mettre en œuvre en 2014, devra fournir les moyens d'apprécier la pertinence des outils d'évaluation élaborés à l'interne. La prévention en Seine-Saint-Denis dans le contexte politique national. En 2006,
À l'approche des échéances électorales de 2007, dans une période législative chargée et un contexte local fortement militant, tant du côté du monde judiciaire, politique et administratif que du côté des acteurs associatifs, le département prend des positions engagées en faveur de la prévention spécialisée. Pour en asseoir la philosophie et en garantir les missions hors du champ de la prévention de la délinquance, il pose des actes forts dans plusieurs directions. Il œuvre d'abord à maintenir la prévention spécialisée durablement dans le dispositif de protection de l'enfance, en mobilisant fortement les associations en 2006, pour que chacune d'elles constitue dans les mêmes délais un dossier de demande d'habilitation qui leur donne une autorisation de fonctionnement nouvelle, au titre de la loi du 2 janvier 2002. Le 15 février 2007, à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRAS, d'Île-de-France, le CROSMS examine les demandes des 9 associations de prévention spécialisées du département et leur accorde une habilitation de fonctionnement pour une durée de 15 ans. L'autre volonté du département à l'égard de la prévention spécialisée est marquée d'un geste politique fort, avec la décision d'octroyer à la prévention spécialisée plus de moyens éducatifs. Affirmant ainsi clairement une préférence idéologique pour l'éducatif, il marque son opposition à une visée politique principalement orientée vers le sécuritaire et le répressif. À partir de 2007, le département s'engage à financer de manière échelonnée et à court terme la création d'une 60aine de postes éducatifs supplémentaires. Répartis sur les 9 associations de prévention spécialisées du département, ces créations de postes doivent favoriser l'implantation d'équipes éducatives nouvelles sur de nouveaux territoires, renforcer les territoires d'intervention des équipes existantes ou permettre leur extension. Et quoi qu'on en dise dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, 1970, Librairie Jeanvrin, page 14. Deuxième partie. De quelques concepts. Chapitre 1. Genre et rapports sociaux de genre. Pourquoi expliciter en premier lieu ce concept ? Rappelons que la question centrale à l'origine de l'étude s'organise autour d'un premier élément de recherche au cours de la phase exploratoire, la disparité des accompagnements éducatifs selon le genre. D'emblée, la question du genre est là posée. Si nous acceptons de considérer provisoirement comme une évidence acquise, ce que l'enquête cherchera à comprendre plus finement à travers les propos discursifs recueillis, que la rencontre des jeunes filles est plus difficile à réaliser que celle des garçons, parce qu'elles sont moins visibles dans l'espace public et de ce fait plus difficiles à rencontrer par le travail de rue, nous ne pouvons nous contenter d'une explication à vrai dire peu convaincante sans nous poser un certain nombre de questions. C'est pourquoi il semble pertinent d'aborder l'investissement des différents espaces sous l'angle des rapports de genre qui s'y déploient, en précisant que si l'étude se limite à des quartiers populaires, les rapports sociaux de sexe sont transversaux à l'ensemble du social. Loin de faire porter l'étude exclusivement sur la pratique éducative avec les jeunes filles, il s'agira de comprendre les représentations professionnelles et la construction des rapports sociaux, au sens que Battagliola emprunte à Perrault cité par Thébault. Il ne s'agit pas de faire l'histoire des femmes ou du féminin mais des rapports sociaux entre les sexes. Il s'agit de faire l'histoire de ces rapports à tous les niveaux, discours, représentations, pratiques effectives. Aussi, nous nous attacherons à décrypter les discours issus de l'observation régulièrement mise en avant par les éducateurs de prévention spécialisés dans leur méthodologie d'approche. Nous avons déjà mentionné à quel point la question du regard y est centrale. Si l'identification des difficultés propres aux garçons semble en apparence relativement aisée, nous nous demanderons comment les professionnels observent les filles et leur habitus à partir de leur propre identité sexuée. La compréhension des disparités étudiées ne peut faire l'économie de ce questionnement. Il s'agit de comprendre à partir de quels critères s'opère le diagnostic qui déclenche ou non la démarche professionnelle d'aller vers, et précisément vers les jeunes filles, et si le genre des professionnels a une incidence sur l'interprétation des difficultés de leur public.
Comment se débrouillent les éducateurs RICES dans leur pratique et avec leur propre identité sexuée, pour entrer en contact avec des jeunes ou groupes de jeunes de l'autre sexe? Qu'est-ce qui les y conduit? Et surtout, n'y aurait-il rien qui les en empêche? Question-hypothèse. L'objectif est également de saisir comment s'organise la composition des équipes éducatives, et à quelle fin y est conçue la mixité. Les rapports qui s'établissent en leur sein ont-ils des incidences sur la répartition des rôles de chacun? Existe-t-il une spécification des rôles vis-à-vis des publics? Dans l'affirmative, il s'agit de cerner comment elle s'explique et se justifie, puis d'observer si la mixité des équipes constitue un moteur à l'élargissement et à la diversité des rencontres, ou au contraire un frein. Tels sont quelques-uns des mobiles qui nous poussent à explorer en premier lieu les concepts de genre et de rapport de genre. Sexe et genre. À défaut d'une définition rigoureuse, exhaustive et achevée, quelques lectures offrent au moins un aperçu de la complexité de la tâche. Car l'usage des mots semble loin d'être banalisé. Il n'apparaît pas plus aisé de faire la distinction entre sexe et genre que de comprendre les modifications de signification de ces termes, et ce qui différencie leur usage. Ce champ, loin d'avoir été entièrement exploré, semble figurer dans un espace intellectuel fait d'opposition selon les disciplines. C'est du moins un objet qui ne se laisse pas facilement cerner. Battagliola, citant Thébault, rappelle que ce n'est que dans les années 80 que la nécessité de penser une histoire relationnelle des deux sexes voit le jour en France. Où et comment situer l'apparition du concept de genre, historiquement? C'est chez Thébault que nous trouvons les premiers éléments de réponse. L'auteur précise que la distinction entre sexe biologique et genre socioculturel, qui aboutit au concept américain de gender, peut être historiquement attribuée à des médecins psychologues américains des années 1950 et 1960, qui veulent témoigner de la diffraction constatée chez certains patients entre corps et identité. Mais le mot ne deviendrait familier aux historiens américains que dans les années 1980. La variabilité du concept dans le temps et dans l'espace permet à Thébault de qualifier le genre de sexe social. Dans ce même article, nous saisissons que le concept devient peu à peu l'enjeu de définitions nouvelles, voire de conceptions divergentes, et qu'il va rapidement recouvrir une définition plus politique et culturelle que sociologique. Scott introduit la première l'idée d'un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et comme une façon première de signifier des rapports de pouvoir. Tandis que la philosophe américaine Butler se demande si l'on peut dire des personnes qu'elles ont un genre, ou s'il faut parler du genre comme d'un attribut essentiel, à savoir ce qu'est une personne. Reprenant les affirmations des théoriciennes féministes pour qui le genre est l'interprétation culturelle du sexe, où le genre est culturellement construit, elle s'interroge sur les modes, les mécanismes et les lieux de cette construction. Et surtout elle se demande quelle stratégie de contestation du naturel pourrait conduire à dénaturaliser le genre en tant que tel. Genre. Une chose semble assurée, les concepts de genre et de rapports sociaux de sexe sont tous deux directement issus de la théorisation féministe. De nombreuses approches de genre se sont depuis largement développées en sciences humaines sur le caractère socialement construit du genre, sur les liens entre psychanalyse et féminisme, sur les rapports entre sexualité et parenté, etc. Histoire, sociologie et anthropologie se sont nourries mutuellement pour voir les rapports de sexe comme le produit d'une construction sociale. L'objet ici n'est pas d'entrer dans une analyse savante de l'ensemble des travaux existants. Ils sont très nombreux et l'analyse de leurs rapports véritablement complexe. Sans doute est-il possible de résumer, en disant que la tradition sociologique et anthropologique anglo-américaine des études de genre sont à distinguer de celle du discours de la différence sexuelle issue de l'analyse structuraliste. Le genre reste un terme d'origine anglo-saxonne, tandis que l'expression rapports sociaux de sexe est une formulation élaborée dans un contexte francophone. On oppose généralement le sexe comme ce qui relève du biologique, et le genre comme ce qui relève du social. En France, on ne peut évoquer la réflexion engagée sur le genre sans faire référence aux travaux précurseurs de Simone de Beauvoir, à resituer dans le contexte de leur publication dans les années 50 et à sa célèbre phrase « L'on ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui signifiait pour elle que l'on devient une femme sous la contrainte et l'obligation culturelle d'en devenir une,
cette contrainte ne venant pas du sexe. Le genre est le produit d'une socialisation, d'apprentissage de rôles sociaux, qui renvoie au concept de rôle social. De son côté, Héritier étudiant les systèmes de parenté et d'alliance, développe la thèse de la valence différentielle de sexe, qui structure le passé des sociétés. Elle voit même dans la différence anatomique des sexes un obstacle à la réflexion et un butoir à la pensée. Selon elle, les sociétés humaines, avec une remarquable monotonie, surdéterminent la différenciation biologique en assignant aux deux sexes des fonctions différentes, divisées, séparées et généralement hiérarchisées dans le corps social. Perrault, quant à elle, définit le genre comme construction sociale et culturelle de la différence des sexes, et elle soutient comme de nombreux auteurs que le genre, catégorie de la pensée et de la culture, précède le sexe et le module. Rapports sociaux de sexe. À côté des termes sexe, genre, différence des sexes, on trouve aussi rapports sociaux de sexe. Si pour Kerguat, tous ces concepts se réfèrent au traitement différentiel que la société accorde aux groupes sociaux de sexe, ils ne peuvent être indifféremment utilisés sans être précisés car ils ne sont pas interchangeables. C'est à ces clarifications que nous choisissons de nous référer, du fait que l'auteur recourt pour les comprendre à une pensée sociologique dominée par les questions d'intégration sociale et de lien social, elle-même au cœur de la pratique que nous avons choisi d'étudier. Elle explique que ces dernières sont multiples et traversées de tensions, qui se transforment en enjeux pouvant aboutir à inventer de nouvelles façons de penser et d'agir. Fait de confrontation permanente entre les êtres humains, ils forment ainsi une dynamique. Ces rapports sociaux ne préexistent pas aux rapports sociaux de genre, ils les créent dans le rapport social lui-même, ils leur sont consubstantiels. Les rapports sociaux de sexe ne peuvent donc se comprendre indépendamment de ce que sont les rapports sociaux en général. C'est pourquoi les rapports sociaux de sexe sont des construits sociaux de même nature que les autres rapports sociaux, dans lesquels les questions concernant les jeunes filles qui nous intéressent s'inscrivent. Ferrand, citant Dubar, rappelle que le fait que les individus se reconnaissent hommes ou femmes est le produit d'une socialisation, faite d'incorporations implicites et d'apprentissage explicite dans la famille, à l'école, par les pairs, etc. Elle insiste sur les processus de fabrication du social. On ne doit pas oublier qu'à leur tour, ils participent à la reproduction ou à la transformation des rapports sociaux et donc des rapports entre hommes et femmes. À ce titre, il est intéressant de saisir ce que la pratique éducative révèle de la construction sociale et de l'identité des jeunes filles, et surtout ce qu'elle peut faire bouger. L'étude, s'appuyant sur le concept de rôle social et le schéma d'analyse qu'il offre, s'inscrit en cela dans les pas de son auteur pour qui le masculin et le féminin forment système. Goffman voit en effet dans le concept de genre la possibilité de penser d'une manière à la fois riche et complexe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.